I want a hero's name with McAlpine and Costain, Fitzpatrick, Murphy, and the Wimpy's gang. And I'm off and on the road, on me way to draw the dole, and there's nothing left to do for Johnny Lang. Je suis un homme de radio, vous savez, pas un écrivain. Nom de Zeus! Le coup de foudre, c'est ça. De 13h à 14h, Georges Vernat et son équipe accueillent des passionnés pour vous faire entrer dans leur univers. Coup de foudre, c'est tout de suite sur Prune. À vos casques, prêts, radio, bienvenue dans Coup de foudre, l'étincelle de votre samedi. Les fidèles de l'émission le savent, j'aime les entrées en matière un peu ficelées. J'essaye en quelques mots introductifs de vous divertir, de vous informer parfois, ou de me livrer à une ou deux acrobaties verbales juste pour le plaisir de gigoter derrière mon micro. Est-ce que ce n'est pas là un des fondements de la radio ? Jouer avec l'organe à son, inspirer une pensée brute qui passe, la mâcher comme un nuage, et puis la restituer, ornée de cette petite chose en plus, cette griffe rien qu'à soi. Parler tous ensemble autour d'une table, comme ces petits vieux au café du coin qui causent pour causer, pour exister de la voix, pour dire encore une fois « merde » en rajustant leur casquette. Aujourd'hui pourtant, je vais me contenter d'un hommage sans arabesque. Un auteur estimable, poète, faiseur de nouvelles et philosophe, est parti d'un corps fin novembre, Christian Bobin. C'est un auteur que j'avais picoré ici et là, une fois de temps en temps. Un peu en librairie, un peu en vide-grenier, un peu chez des amis, une morsure fugace à l'occasion, pour goûter. Au fil des années, j'avais ainsi tracé en moi une image qui ressemblait à une meringue. Son écriture était comme cette pâte blanche qui semble toujours s'élancer, que la page a tenté de fixer, mais qui fond dès qu'on la goûte. Sa plume fuyait la carrure artificielle. Elle s'effaçait derrière le miracle des choses. Bobin a donc laissé un corps pour en rejoindre des milliers, posés au chaud dans nos bibliothèques. Je termine en citant ce passage où il parle de la lumière. Les atomes dansaient dans le vide, et la patience effrayante de Dieu vous avait revêtu d'une robe de fée. Je vous regardais comme celui qui n'a plus rien à faire de sa vie, qu'à la vivre avec assez d'insouciance et de joie tenue secrète. Je lui souhaite le rêve des écrivains, après avoir conté quelques histoires, puisse-t-il en devenir une. Malheureusement, aujourd'hui, nos chroniqueuses n'ont pas pu nous rejoindre en studio. Aurélie et Camille ont été victimes du vilain Covid et profitent d'un repos salvateur. Je vous envoie des pensées. Du coup, je ferai une lecture de poème à la place de la chronique d'Aurélie. Et Camille nous a envoyé Les Promesses de l'Ouest, chronique poétique, lyrique et urbaine. Ça sera tout à l'heure, en fin d'émission. Quant à la réalisation, c'est Aurélie qui s'en occupe aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans Coup de foudre, nous recevons Léa Vinette, danseuse et chorégraphe. Bienvenue dans l'émission, Léa. Pour te présenter en quelques mots, tu as d'abord été formée au conservatoire de Nantes et de Lyon, avant de pratiquer ta danse aux Pays-Bas à l'école d'art supérieur Arthez. Après ta sortie de l'école en 2017, tu vas travailler comme interprète pour de nombreux artistes et créer ton premier solo, Nox, que tu as révélé en novembre 2022 à Nantes. Mais avant d'entamer les virevoltages radiophoniques, je te propose une mise en jambe supersonique, le quiz éclair. Les règles sont simples, je te pose 12 questions où tu dois choisir entre deux réponses le plus vite possible. Si aucune réponse ne te plaît, tu es libre d'en choisir une autre tant que tu vas vite. T'es prête ? Oui. Vitesse ou lenteur ? Vitesse. Sucré ou salé ? Les deux. Classique ou moderne ? Classique. Vote ou abstention ? Vote. Ville ou campagne ? Les deux. Verrouillage ou fluidité ? Fluidité.
Thé ou café? Café. Penser ou vivre? Vivre. Chat ou chien? Chat. Ombre ou lumière? Lumière. Elle était piégée celle-ci, j'ai fait exprès. Organisé ou bordélique? Organisé. Passé ou futur? Futur. Si ça te va, on va remonter un peu le temps dans ton enfance. Est-ce que tu étais une enfant avec la bougeotte, déjà dans le mouvement et l'expression, ou calme et réservée au contraire? Non, pas du tout calme et réservé. Plutôt extraverti. Ouais. La bougeotte, je sais pas, mais oui, des petits spectacles dans la cuisine. Enfin, voilà. Plutôt extraverti, ouais. Ok, donc déjà un peu... utiliser beaucoup le corps peut-être pour bouger. T'étais pas timide ou quoi que ce soit, quoi. Non, pas du tout. Ma tante me disait souvent que j'avais pas du tout ma langue dans ma poche. Je comprenais pas ce que ça voulait dire, mais aussi je parlais facilement. Je disais souvent ce que je pensais et ouais, je pense que j'ai jamais été timide, non. Donc plutôt dans l'extraversion physique et orale en fait. Ouais. On peut le dire comme ça. Ok. Ouais. Ensuite, on va parler un peu de tes études dans les conservatoires, parce que tu as étudié dans 2 conservatoires différents. Donc à Nantes et à Lyon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période et est-ce que c'est des bons ou mauvais souvenirs pour toi? Ou mitigés peut-être, hein, ça peut être un peu des deux. Je dirais plutôt des bons souvenirs. En fait, peut-être les seuls moins bons souvenirs, c'est que je me souviens que j'étais très sensible et si on me corrigeait, ce qui était souvent le cas puisqu'on était là pour apprendre, et je pleurais facilement en fait. Donc je prenais personnellement et je me souviens que ma prof m'avait dit en fait il va falloir que tu apprennes à te détacher de toi et de ton travail. Enfin, ce que tu fais en danse, ce n'est pas toi, ta personne. Donc si on te corrige, ça n'a rien à voir avec ta personnalité. Mais j'avais du mal à dissocier les deux. Donc ça, c'était peut-être des fois ce qui était difficile. Et sinon... c'est quand même des très bons souvenirs parce que j'étais en horaire aménagé, donc je passais j'étais tous les jours au conservatoire. Okay. Donc c'est aussi les amis, les vestiaires, entre les cours, parler pendant les cours. Je parlais beaucoup pendant les cours. Tous les moments d'improvisation, de composition, on se regardait les uns les autres. Il y avait beaucoup de créativité avec les profs que j'avais. Enfin, on avait des cours de 3 heures que de création en fait. D'accord. En dehors de la technique que j'aimais aussi. Hein. Ça marche. Ensuite, aux Pays-Bas, donc entre 2013 et 2017, tu étudies à l'école Artez et tu vas notamment danser dans la création Intérieur Drama de Lucinda Childs. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce projet-là? Ouais, c'était une chance incroyable parce que c'est une pièce mythique c'est une précurseuse de la danse moderne. Et donc, c'est une pièce en silence qui dure... le temps est relatif puisque en fait, on a une partition avec une série de mouvements qui sont tous les mêmes, mais ils ont un ordre différent. Et c'est très géométrique, minimal, répétitif, et c'est très mental puisqu'on doit se souvenir de cette partition qui est presque similaire. Et vu qu'il n'y a pas la musique, vous ne pouvez pas vous appuyer sur un tempo ou quoi que ce soit pour accompagner la performance, en fait. C'est ça. Donc, on était 5, et il y a 2 groupes un peu. Et en fait, le tempo, il doit rester le même. Mais évidemment, nous sommes humains. Donc, il y avait des personnes qui aimaient aller plus vite, des personnes qui ralentissaient. Et on devait tout le temps s'accorder, enfin, dans le silence. Et aussi au niveau du rapport à l'espace, c'était très 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 précis, il y avait des croisements vraiment très très bien écrits et du coup ça m'a appris à être presque, on n'est pas maniaque, mais très très précis sur l'espace et le rapport à sa place et aux autres. Et moi je pense que c'était vraiment une chance de danser une telle pièce, puis on l'a dansé 2 ans de suite. Je pensais pas aussi que émotionnellement ou mentalement sur scène c'était tellement un challenge. Enfin, c'est vraiment la pièce où je me chiais dessus avant d'aller sur scène, alors que tu peux pas te cacher en fait. Si tu fais une erreur, tout le monde va le voir. Donc c'est un challenge, mais ça te fait rentrer dans une forme de transe quand même, mais très très cadrée.
D'accord. Oui, puis ça force à rentrer en symbiose vraiment avec le groupe, donc ça doit être riche comme enseignement. On va reparler de cette histoire de transe un peu après. Et ensuite, ta carrière, elle va traverser un petit peu des turbulences. En 2014, on va te diagnostiquer une hernie discale. Alors, pour rappel, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est la rupture d'un disque dans la colonne vertébrale, c'est à peu près ça, ou une déchirure en tout cas, dans le dos, en gros, pour être très général. Et pour travailler sur ça, tu vas pratiquer la pulsologie, pardon, avec Florence Augendre. Est-ce que tu peux expliquer un peu à ceux qui nous écoutent ce que c'est? Alors, donc c'est la fasciapulsologie. Donc, c'est une pratique qui a été... En fait, c'est une thérapie par le toucher qui a été inventée par Monsieur Carini, qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Les mains du cœur là-dessus. Et donc, Florence Augendre, elle est... elle a été danseuse pendant plusieurs années, elle l'est encore, et chorégraphe, et elle a fait cette école de fasciapulsologie à Paris. Et en fait, elle a créé une association de la danse et de cette thérapie du toucher. Donc, c'est à la fois, on accumule des connaissances sur notre système physiologique, donc comment notre cœur fonctionne, tous les rapports entre les différents organes, etc. La circulation du sang, la respiration, les différents liquides. Il y a des touchés, donc des manières de toucher l'autre, de détendre les fascias. Puis il y a une mise en mouvement après avoir parlé de ça, ou reçu une guidance, c'est-à-dire une sorte de méditation guidée. Et puis ça nous met dans une grande disponibilité en fait physique, qui fait qu'on bouge là où il faut bouger et avec l'énergie qu'il faut mettre. C'est-à-dire que... Donc c'est apprendre à connaître vraiment ton corps à la fois anatomiquement et les énergies, c'est un peu ça, à les ressentir et à utiliser ça pour la danse. Oui, c'est ça, mais il y a aussi une part d'imaginaire, puisque on ne peut pas tout sentir. Il y a une part où on va nous expliquer, je sais pas comment la lymphe circule dans notre corps, mais c'est aussi l'imaginaire qui, en entendant ces certaines connaissances, va créer des sensations. Pour moi, en tout cas, c'est 50-50 connaissances, fait, réalité. Et tu peux pas réellement bouger en même temps que ta lymphe, quoi. En même temps que la lymphe s'écoule, entre guillemets, si. Concrètement, si. Si, ça par contre, elle bouge tout le temps. La lymphe, ça va. Mais toi, est-ce que tu peux bouger exactement en même temps que ta lymphe, je veux dire, ou de la même façon qu'elle, tu vois, c'est ça la question. Il y a aussi une part d'imaginaire, c'est ce que tu dis, c'est tu imagines cette rivière en toi et après tu bouges, quoi. Oui, voilà. Okay. Oui, donc oui, complètement. Donc en tout cas, pour résumer aussi ce que ça peut faire quand on est blessé ou pas, c'est que ça prend soin et ça va en harmonie avec le corps, en tout cas. Mais on peut aussi s'en servir pour faire des mouvements très, très durs, très, très saccadés. Ça doit pas être tout fluide. Oui. C'est pas forcément ça que ça veut dire. Ça peut être très dynamique. Okay. C'est juste que le corps va mieux... On peut s'en servir aussi pour récupérer après un effort, donc ou de se préparer, ou pendant un travail. Donc c'est de la gestion d'énergie. Tu gères l'énergie du corps soit pour l'utiliser de façon intense, soit au contraire pour canaliser et te calmer. Oui, et c'est de l'écoute et la réaction en fonction de cette écoute interne. D'accord, c'est intéressant. Et tout de suite, c'est l'heure d'une pause dans l'interview. Ensuite, tu as révélé donc ton premier solo Nox en 2022, inspiré de la nouvelle Quand les ténèbres viendront d'Isaac Asimov, qui est donc un grand écrivain de science-fiction. Est-ce que cette volonté de t'extraire des groupes, c'est pour appréhender la danse autrement? M'extraire des groupes. C'est-à-dire ne pas danser dans... un solo ? Voilà. La question c'est, est-ce que donc faire un solo, donc être seul sur scène, c'est pour danser autrement ? Oui, c'est ça, parce que par exemple, tu parlais tout à l'heure d'une sorte de mise en symbiose avec le groupe pour Intérieur Drama, c'est ça ? Oui. Où tu devais vraiment faire partie d'un collectif, donc c'est de la danse chorale quand même. Là, quand tu te retrouves seul en scène, est-ce que ça te permet de pratiquer ta discipline, ton art différemment ? Oui, bien sûr, surtout quand c'est moi qui écris le solo, c'est-à-dire et sûrement quand quelqu'un a créé pour soi un solo, ça j'ai jamais eu cette expérience-là, mais oui, le désir, il était de trouver mon langage, en tout cas de commencer à d'amorcer ça. Donc forcément, le cadre, c'est moi qui le pose. La recherche corporelle, elle a été quand même, très personnelle, très interne. Donc le rapport aussi qu'il y a avec les autres sur le plateau, du coup là, c'est un rapport plus
évidemment solitaire, mais donc moi, une des pistes que j'ai prises, c'est d'utiliser beaucoup mon imaginaire, comme si j'étais pas seule, en fait. Mais oui, c'est une plongée dans ce qui m'anime vraiment moi et comment j'ai envie d'exprimer ça physiquement. Après, ça a été quand même 2 ans de recherche, donc au début, je savais, il y avait des choses que je sentais ou des manières de... Oui, t'as tâtonné forcément pour trouver. Oui. Tu as dit justement sur le spectacle, en parlant donc du personnage que tu incarnes, parce que c'est un peu un personnage, puisque tu as un costume, etc., qui te... Tu as dit la disparition de la lumière l'emmène vers la transformation, la poussant dans une multiplicité d'êtres. Est-ce qu'il y avait un peu une recherche de ça, d'autres soi, des corps étrangers un peu? Oui, ou des corps qui font partie de nous. Enfin, étrangers, je sais pas, mais en tout cas d'incarner plusieurs corps dans mon corps. Et pour moi, ils sont pas étrangers, ils sont passés, ils sont futurs, ou ils sont incarnés par l'imagination. Enfin, en tout cas, je sentais que j'aimais beaucoup me transformer, enfin jouer avec différentes... Ouais, si j'étais... Je sais pas, comme les fragilités un peu des... Je parle de ça aussi dans un entretien, des frontières, la fragilité des frontières entre quelque chose de vieux, de très très futuriste, ou de féminin, de masculin, d'animal, de plus humain. Et donc, j'avais envie en tout cas de permettre toutes ces manières d'être, ou tous ces corps, aussi entre quelque chose de brutal, enfin presque de violent, et de très gracieux, et donc d'être dans une porosité dans le style, c'est-à-dire que tout peut potentiellement être là, exister. C'est une danse des paradoxes que tu cherches peut-être. Oui, ouais. Ou qui ne sont plus des paradoxes, oui, voilà, qui n'en sont plus en fait, qui sont réunis toutes ensemble. Oui. Ok. Même si évidemment la pièce après elle a dû se construire, enfin pour que ça fasse une pièce. Je suis pas arrivée tout de suite à déployer tous ces corps, ou même s'ils durent 1 seconde, et il y en a qui vont durer 10 minutes dans ces différents corps. Mais oui, en tout cas dans la recherche et aussi dans l'écriture, il y a eu je tends vers ça, vers montrer un corps multiple. Ok. Et est-ce que tu fais appel à des images ou des souvenirs pour apporter de l'intensité pendant que tu danses? Ou est-ce qu'au contraire, tu es juste trans, c'est-à-dire corps et mouvement, et la pensée finalement s'efface derrière le corps et l'instant? Les deux, je pense. En tout cas, les images parce que je travaille quand même avec l'imaginaire, sont pas des images qui m'appartiennent. Enfin, c'est vraiment des choses que j'invente. Donc, c'est pas des choses qui font partie de mon passé. Pendant que tu danses, tu veux dire? Pendant que tu danses, tu fais arriver des images? En fait, c'est que dans l'écriture, c'est-à-dire dans ce qui constitue la pièce, l'imaginaire et donc certaines images font partie des couches que j'utilise. Mais c'est pas qu'à chaque fois, il y a une nouvelle image. Je reconvoque des images similaires. Je sais pas, je vais dire n'importe quoi, ou pas n'importe quoi d'ailleurs, mais au début... je visualise un certain espace blanc qui a une certaine qualité, une odeur, et j'essaie de le reconvoquer à chaque fois. Mais il n'y a pas que cette couche qui fait partie de ce moment dans mon écriture. Il y a aussi quelle partie de mon corps j'utilise, quelle physicalité, quel espace, quel temps. Donc c'est une des couches qui agit sur ma manière d'interpréter ce que je fais. Oui, d'accord. Donc c'est multicouche, il y a à la fois l'imaginaire et à la fois d'autres facteurs que tu prends en compte pour créer. Oui. Ok, intéressant. Et on a souvent aussi pour la danse l'image d'une discipline assez dure, où les corps sont mis à rude épreuve, avec parfois des arrêts de carrière assez tôt. Est-ce que ça fait des danseuses et danseurs des êtres pressés? Alors moi je suis très impatiente, donc peut-être que c'est lié à ça. Je me suis jamais posé la question, aussi parce que je suis pas, enfin en danse classique où par exemple on s'arrête, enfin et encore il y en a qui continuent à danser vraiment, ils s'arrêtent tôt, mais après ils travaillent toute leur vie en général à être répétiteurs. Mais ils deviennent peut-être chorégraphes ou d'autres aspects. Oui, ou on dit répétiteurs, enfin donner des corrections.
Mais moi, j'imagine que... Je sais pas. Je pense que j'aimerais bien danser toute ma vie, en tout cas. Sur scène, je sais pas, mais... En tout cas, j'ai une attitude assez impatiente et j'ai très avide de faire. Ça se sent dans ton parcours déjà. T'as pas mal collaboré, t'as été interprète pour pas mal de gens. On sent que tu crées ce solo assez tôt. Peut-être, je sais pas, hein, je connais pas les parcours en général dans la danse, mais il y a une impatience, quoi. Il y a une gourmandise de danser. Oui, et en même temps, il y a plein de... Donc là, j'ai pas encore 30 ans, mais il y a pas mal de gens que je connais qui sont aussi à leur première ou à leur certains troisième pièce. Ça dépend à quel âge on finit, en fait, souvent l'école supérieure. Et mais j'ai appris justement à prendre mon temps, notamment avec cette première création, c'est-à-dire les partenaires, notamment. Il y a un temps qu'il faut prendre pour commencer à... parler de son travail, connaître son travail, et aussi juste pour l'écriture du solo, pour que ce soit bien, vaut mieux prendre son temps. Donc là, pareil, je prépare un deuxième projet et je pense qu'il faut aussi que je prenne mon temps. Justement, ça tombe bien, tu me fais mon enchaînement. Le futur pour toi, c'est ton prochain projet Nos Feux, avec le danseur Stanley Olivier, qui sera révélé en 2024. Est-ce que tu peux nous donner 2 mots sur ce... Je sais pas, nous teaser peut-être un peu, pitcher l'idée? C'est très très frais encore, mais oui, pitcher. En fait, j'ai le désir d'une comédie musicale remaniée, assez décalée. Donc en tout cas, il y a une des inspirations qui sera la comédie musicale, voilà. Et puis je vais continuer à développer le vocabulaire que j'ai créé dans le solo, donc un corps multiple, mais aussi assez brutal, assez nerveux. Et voilà. Puis okay. Le troisième axe peut-être du duo que je peux nommer, c'est le cadre poétique et imaginaire qui est celui du feu et des volcans. Et donc ça va être un monde, ça va être un monde beaucoup plus coloré, explosif, peut-être enfantin, fabriqué que Nox. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se poursuivre, surtout dans la physicalité. Mais par contre, dans le monde que je veux créer, ça va être plus proche du divertissement, plus proche beaucoup plus coloré, en fait. Donc on passera d'une ambiance qui était peut-être plutôt lunaire sur Nox à peut-être plutôt martienne pour Nos Feux, en fait. Du rouge, de l'ocre, ce genre de choses. Peut-être. Le rouge est déjà là, oui. D'accord. Bon, super. On a hâte de voir ça. Donc, je le rappelle, ce sera révélé en 2024. On peut aussi te suivre, Léa, sur Instagram. Donc, Léa Vinette. Ton prénom et ton nom, tout simplement. Et puis, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Coup de Foudre. Ce coup de foudre improvisé, hein. Mais voilà, on a fait ce qu'on a pu avec un téléphone et de l'envie. Voilà, merci Léa. Merci. Et normalement, c'est l'heure de la première chronique, celle d'Aurélie. Malheureusement, comme je le disais en début d'émission, elle n'a pas pu être là, puisqu'elle a attrapé le Covid. Donc, remets-toi vite, Aurélie. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait vous proposer une lecture de l'un de mes textes. C'est un poème qui s'appelle « Toi qui danses », qui est donc en rapport avec le thème de l'émission, c'était pas mal, et qui va vous être lu par Roma. Et puis d'ailleurs, on va même se balancer quand même le jingle des chroniques juste comme ça, parce que je l'aime bien. S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection? Dans cette salle de bal, un samedi soir, je suis comme à l'église, punaise, sous les voûtes noires. Égaré aux lumières divines, des boules de néon. Un barbu de 30 ans sert la bière au bar et sur la scène, au fond, se dresse, maigre comme un corps de saint, le trépied du micro d'argent. Dans cette salle de bal, un samedi soir, je suis à la volière. Des grappes d'oiseaux se percutent, main et main, joue et joue, festifs et piailleurs. Certains ont le chant de mes côtes, le français que je mâchais enfant. D'autres trillent en Düsseldorf, et tu chantes avec eux ma Rome. Là-bas, Gabi gazouille anglais.
Dans cette salle de bal, un samedi soir, je t'ai suivi sur le parquet de bois, ça aurait pu être Versailles, ou la cabane à flanc de roche d'un pêcheur breton. J'ai fait les mouvements de la danse pour toi, sans savoir ce qu'ils sont, en serrant tes phalanges et ta taille. Le temps nageait dans tes yeux verts. Dans cette salle de bal, un samedi soir, j'ai vu ton magicien de père faire danser les cerceaux d'argent et nouer sur des cordes blanches des nœuds aussitôt disparus. J'ai vu ta mère en robe rouge, taches de sang qui virevoltent, de plat en plat, de bras en bras. Comme toi, elle file en ivresse et le temps la talonne. Dans cette salle de bal, un samedi soir, j'ai vu le soleil de ton frère irradier les convives. Mais c'est ta nuit qui m'enveloppe. Tu es la lune et je suis les marées. J'ai rencontré cette âme brune qui a grandi à tes côtés, le cerf Esther de ta forêt, et son peintre au chignon défait comme moi, voyageur de nuit. Dans cette salle de bal un samedi soir, Willy, au visage de cailloux, nous a parlé du funambule de sel, effleurant la mer et l'argile, amoureux des cerises. Tout cela, j'ai senti, j'ai vu, gorger l'éponge à visage, charger encore la bête à jambes de bonheur et de mélancolie. Mais n'en reste au fond que ton corps, tes phalanges sur les miennes, ton cou où je me lovais, le temps nageant dans tes yeux bleus. Toi qui danses, toi qui danses. Vous êtes toujours dans Coup de foudre et tout de suite on enchaîne avec la rubrique Truc de fou. Vous ne vous reposez jamais, vous. Faits divers de printemps ou d'été, en toute saison, l'actualité regorge de pépites. C'est parti pour la rubrique Truc de fou. Alors, truc de fou, c'est un petit peu le moment freestyle hein, dans Coup de foudre. Le moment où il n'y a pas de barrière bien définie, il n'y a pas de cadre strict à proprement parler. On se contente simplement d'échanger en studio, de parler un petit peu de moments qui nous ont marqués, qui nous ont fait du bien, qui nous ont fait plaisir, qui ont mis un peu de piment dans la confiture de nos vies. Hein. J'aime bien cette image. Bon, tout l'intérêt de Truc de fou, c'est que quand on est en studio et quand on est tous ensemble, on peut échanger, justement parler de ça et rebondir. L'émission étant réalisée en post-production, je ne vais pas pouvoir rebondir avec les autres, forcément. Donc je vais me contenter simplement de vous raconter brièvement un très beau souvenir que j'ai eu. Et donc mon truc de fou, ce mois-ci, c'est un souvenir. Ceux qui nous écoutent depuis la saison dernière le savent, avec Roma, on pratique les arts martiaux. Plus exactement, le kung-fu, celui qu'a enseigné Bruce Lee. Et on a eu la chance de faire un stage récemment avec une douzaine de ceintures noires, donc qui est le plus haut grade en kung-fu, comme au karaté d'ailleurs. Et donc ces ceintures noires, ils sont venus de Paris exprès pendant 2 jours pour passer un week-end avec nous, un stage avec nous, nous enseigner des choses. Et ça a été libérateur pour moi et pour tous ceux du dojo de Nantes, je pense, de se rendre compte qu'en fait le kung-fu n'enferme pas ses pratiquants. En fait. Au contraire, chacune des ceintures noires avait son style, sa façon d'initier ses attaques, de parer les coups, bref, de s'exprimer au combat. Et en gros, ça résumait assez bien ce que Bruce Lee disait de son art martial. C'est simplement une façon pour le corps de s'exprimer. Merci Romain pour cette lecture. Et donc pour moi qui adore le mouvement et qui déteste qu'on m'enferme, que ce soit dans des cases ou des petits bureaux, ça m'a fait un bien fou de me rendre compte que chacune de ces personnes avait une personnalité forte car elle pratiquait son kung-fu. Voilà, c'était un très beau moment pour moi. Et pour clore cette émission en beauté, je vous propose de découvrir la chronique un peu spéciale de Camille. Pourquoi spéciale ? Eh bien parce que normalement, en théorie, une chronique en radio, ça fait environ 3 à 4 minutes et elle nous a proposé un format un peu géant aujourd'hui. Une chronique de presque 7 minutes qui est en fait construite un peu en 2 parties. À la fois, elle se livre sur sa sensibilité, son amour pour la ville, etc. Et en même temps, elle nous raconte un peu un conte. Donc voilà, c'est une chronique mi-poétique, mi-onirique, où elle nous propose de suivre les pas d'une géante. Je vous souhaite une excellente écoute. À tout à l'heure.
Comment tu définirais Naoned, le ciel de Nantes, comme une promesse? Épicurienne et créative. Une personne dont j'aime beaucoup la sensibilité m'a confié aimer par-dessus tout ce qui avait du panache. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la ville de Nantes n'en manque pas. Plus je mets le nez dehors, et plus je me rends compte, certainement grâce à ces rues si larges, qu'il y a plein de choses qui dépassent du paysage, qui éructent. Des événements urbains qui sont là. Pas forcément tous jolis d'ailleurs, bizarres et fascinants à la fois. Je me sens galvanisée par l'espace urbain. C'est beau ces deux géantes, jaunes et grises, ces titans, fièrement érigés comme des témoins du passé industriel de la ville. Ça m'a donné envie de chercher la définition de démesuré. Démesuré, c'est ce qui manque de mesure dans les sentiments, les attitudes. C'est ce qui dépasse de la norme, de la règle. C'est ce qui dérange, quoi. Moi, on me dit souvent que je suis trop intense, trop prise de tête. J'ai une amie à qui on dit tout le temps la même chose. Alors on finit par se définir comme il nous voit, en dehors de la norme. Mais en fait, c'est quoi au juste la mesure? Qu'est-ce qui est normal? Ce qui change de l'ordinaire, qui interpelle? Est-ce que ce serait pas justement ce qui est le plus intéressant? Je lui dis parfois à mon amie pour la rassurer. Ce serait pas plutôt eux qui seraient pas assez? C'est vrai quoi, inversons notre regard, changeons notre rapport d'échelle. Susciter une réaction vive, créer la rupture, c'est le propre de l'art. Je trouve que c'est ce que cette ville fait si bien, avec ses œuvres du voyage à Nantes, qui squattent l'espace urbain de manière permanente et façonnent l'identité de la ville. C'est ce que nous invite aussi à faire la mythique troupe royale de luxe. Si vous ne connaissez pas, le propos de cette compagnie nantaise, c'est de faire irruption dans l'espace public, notamment avec ses créations de personnages de géants articulés plus vrais que nature. C'est magnifique, féerique et émouvant, et c'est gratuit. Moi j'ai l'impression qu'ils me posent cette question. Et si tous ces êtres n'étaient pas titanesques, mais nous qui étions tout petits? D'ailleurs, grossir les choses à l'extrême permet d'aborder frontalement des problématiques universelles. C'est là, ça nous saute à la figure. En fait, regarder toutes ces vidéos de royaume de luxe m'a donné des envies de gigantisme. Alors j'ai décidé de me mettre dans la peau d'une géante qui débarquerait dans notre ville. Voilà, je crois, à peu près ce qu'elle dirait. Je suis une géante. Trop grande, inadaptée, je fraye les humains. Je viens d'un pays lointain, mais j'avais envie de voir du paysage. Je suis arrivée depuis l'Atlantique à bord du Belém et j'ai débarqué à Nantes. On m'a parlé d'une cascade géante. Elle fait 25 mètres de haut. Je traverse la Loire en quelques secondes en faisant attention de ne pas y tremper les pieds. Je ne voudrais pas créer de raz-de-marée citadin. J'entre au jardin extraordinaire qui s'érige au milieu de ce trou béant. C'est désert. Oui, il pleut des trombes, tous les passants ont couru se réfugier. Je me sens bien ici, c'est calme. Mais comme je suis trop grande, je m'accroupis, pour mieux profiter du paysage luxuriant. Je caresse les plantes. Oh, elles ont la taille de ma main. C'est la première fois que je vois ça. Je lis « Ostas à feuilles géantes, Gunera du Brésil ». Je salue la cascade et je lui demande si elle ne s'ennuie pas toute seule ici. Elle me dit « Non, regarde, ici tous les éléments communiquent. Je puise ma source sous le sol de cette carrière. Les gouttelettes que je projette nourrissent les centaines d'espèces de végétaux présents dans ce jardin. La roche permet de retenir la chaleur du soleil et nous réchauffe le soir. Ici, tout est harmonie. Je la remercie et je retraverse la Loire. Soudain, un chœur de voix m'interpelle. Ce sont 18 anneaux de métal disposés en rang d'oignons. Ils me souhaitent la bienvenue le long du quai du hangar à bananes et m'expliquent que les anneaux symbolisent, entre autres, le passé esclavagiste de la ville. Les 18 sœurs et frères sont fiers de faire briller en grand chaque nuit les couleurs du devoir du mémoire de la ville. J'avance maintenant vers la grue jaune. Elle est entourée d'énormes cales rongées par la rouille. Malgré les bourrasques, elle résiste au vent et sa flèche, agissant en girouette, pointe vers l'est. Elle me dit « Un jour, ils ont accroché au bout d'un fil une petite sphère bleue à mon nez. Les passants étaient tout décontenancés. Eux étaient d'un coup si grands, et leur planète devenait minuscule. C'était le renversement de leur monde, de leur perspective. C'est comme si je veillais sur eux. Parfois, il en vient des visiteurs la nuit. Ils chuchotent à mes pieds de métal, me confient leurs rêves. L'un me dit que tu es belle, l'autre murmure « D'en bas, tu ressembles à une fusée prête à décoller. Emmène-moi avec toi. » Je m'éloigne de l'île et me rapproche du centre-ville.
Une tour grise et triste s'érige, austère. Elle n'a pas l'air commode. Je m'approche d'elle doucement. D'un coup, elle pousse un grand soupir. Elle m'avoue qu'elle se sent seule. Tout le monde l'a abandonnée il y a quelques années. Pour les monstres mal dégrossis comme moi, pas de quartier. Soit on détourne son regard, soit on se moque de moi, on me pointe du doigt. Ainsi en va l'humanité. Un jour tu es le symbole d'un avenir radieux, prospère, puis le temps fait son œuvre et tu deviens démodé. Du haut de mes 144 mètres, je suis aujourd'hui le visage encombrant d'un capitalisme nauséabond et décomplexé. Le cœur lourd, je termine mon voyage au jardin des plantes. Je m'assois sur le banc. Comme son créateur, M. Claude Ponty, il est farceur. Il essaye de me chatouiller les pieds. Je contemple les passants. Les adultes sursautent en me voyant, puis pressent le pas pour s'éloigner, sourcils froncés. Mais les enfants, eux, me dévisagent avec curiosité. Les plus courageux, hilares, tendent même leurs bras pour monter sur mes genoux. Bizarre que les adultes, on appelle ça les grandes personnes. Oui, rentrer dans l'imaginaire créé par le célèbre illustrateur dans le jardin des plantes, c'est se sentir comme un enfant dans un terrain de jeu gigantesque. On lève les yeux, on voit des livres et des pots géants qu'il faut escalader. À chaque coin d'allée, on observe émerveillé les poussins géants et les dormants ronds. Je crois que ça fait du bien de ne pas se prendre au sérieux, ne serait-ce que pour quelques instants. Claude Ponty l'a bien compris. Alors écoutez les poètes. Laissez-vous tenter par l'incongru, le bizarre, et venez trouver la beauté dans ce qui dépasse, ce qui dérange. Vous ne serez pas déçus. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission rafistolée avec amour. Merci à Léa Vinette d'être venue nous rendre visite. Et moi, je vous donne rendez-vous le 7 janvier pour le 4e épisode de Coup de foudre, saison 2. Vous pouvez retrouver les podcasts de l'émission sur le site de Prune, www.prune.net, ainsi que Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et sur ma chaîne YouTube, Georges en Poésie. Portez-vous bien, attrapez la foudre et à dans un mois.